Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Talk Humanis, l'émission. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est au cœur de la préoccupation de nos clients, la modernisation de leur data factory dans le cloud. Donc pourquoi l'avenir de vos données se trouve-t-il dans le nuage? Comment faut-il appréhender ce type de projet? Y a-t-il des barrières à lever? Eh bien, toutes ces questions, je vous propose d'aller les poser à nos experts ici présents. Rendez-vous sur le plateau. Pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir celui pour qui la modernisation de la Data Factory n'a plus aucun secret. Il est directeur technique chez Humanis, j'ai nommé Aïssam Saleh. Aïssam, bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Alors comment vas-tu en cette rentrée un peu particulière? Tu poses pas la question de manière innocente, tu sais qu'elle est sur les chapeaux de roue, masquée évidemment. Mais à part ça, voilà. Peut-être juste préciser pour nos internautes, nous ne portons pas exceptionnellement de masques. Pour autant, comme tu peux le voir, toute l'équipe de tournage est masquée et on s'efforce de respecter la distanciation sociale. Alors Aïssam, on va parler d'un sujet d'actualité, la modernisation de la Data Factory. Alors on va commencer par le début. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la Data Factory? Alors, la Data Factory, c'est simplement dit une plateforme de valorisation des données. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dirigées par les données. Et pour faire simple, qu'est-ce que ça veut dire, une plateforme de valorisation des données? Dit simplement, c'est une fusée à 3 étages où on va emmener le client vers le Graal, qui sera le 3e étage. Et le premier étage de la fusée, c'est l'aspect descriptif. Et l'aspect descriptif, c'est quoi? C'est décrire les résultats de l'entreprise, par exemple, au travers de KPI. C'est constater. Le 2e étage de la fusée va être le prédictif. Le prédictif, dans le cadre d'une société commerciale, c'est prédire quel va être le résultat de l'entreprise ou la performance d'un produit sur un segment de marché particulier dans quelques mois ou dans quelques années. Et enfin, le 3e et dernier étage de la fusée qui, là, commence à faire appel à des aspects d'intelligence artificielle, c'est le prescriptif. C'est quelle action faut-il prendre pour atteindre un objectif déterminé. D'accord, donc 3 étages. Alors, comment est-ce qu'on les met en place? Oui. En quoi cela consiste-t-il techniquement? C'est tout d'abord et avant tout un système d'ingestion de données. Un système d'ingestion de données, c'est un système qui va valider la donnée en entrée, la stocker dans un format optimisé pour le requêtage et pour l'exploration. Le 2e étage de la fusée, c'est l'exploration de ces données pour pouvoir voir ce qu'on peut en tirer. La phase de ce qu'on appelle régulièrement la phase de transformation des données. Et enfin, la dernière phase, c'est l'exposition. L'exposition au travers d'API pour permettre à des systèmes de venir profiter de cette donnée-là, par exemple de la connaissance client, ou alors des systèmes de consultation visuelle au travers des outils de data viz classiques. C'est emmener la donnée, fédérer la donnée des systèmes externes de l'entreprise vers des clients finaux. Bon, tu viens nous expliquer ce qu'est une Data Factory. Alors maintenant, la question que je souhaite te poser, c'est quoi l'intérêt donc, pour une entreprise de migrer sa Data Factory, cette fois-ci dans le cloud? Il y a d'abord les aspects classiques qu'on connaît bien sur la data, notamment le big data et la fast data. C'est l'aspect besoin de puissance. De besoin de puissance qui n'est pas là systématiquement, mais dont on a besoin à certains moments, notamment de la journée, ou en tout cas de manière périodique. Et c'est là qu'intervient un élément important du cloud, c'est l'élasticité. Et cet aspect élasticité va se traduire par une différence dans l'investissement, où on ne va pas avoir besoin de dimensionner sa plateforme pour un maximum d'usage, mais uniquement à chaque fois et de manière dynamique pour un usage déterminé. Le 2e élément, évidemment, c'est la complexité d'exploitation. Une des plus grandes révolutions de ces 10 dernières années, c'est certainement pas la data, c'est probablement ce qu'on appelle le Software Defined Network, la capacité de définir de manière logicielle les réseaux. Et ça veut dire que vous pouvez programmer vos systèmes de manière logicielle sans avoir à installer du matériel de câblage réseau ou en tout cas à créer des VLAN au travers de boîtes physiques. Donc cette complexité d'exploitation est réduite, notamment parce que vous n'avez plus non plus à gérer les aspects classiques, notamment liés à la haute disponibilité, ou lorsque vous voulez configurer vos systèmes, s'ils doivent être tolérants aux pannes, vous avez une complexité accrue. Et tout ça, effectivement, va vous apporter un bénéfice immédiat qui est le time to market. Ça, c'est pour la partie run. Donc, c'est ce qu'on appelle la partie exploitation et fonctionnement de votre système et de votre infrastructure.
vient la partie construction. Pourquoi migrer vers le cloud dans la partie construction quand on connaît le succès des outils open source? Pourquoi aller vers des solutions propriétaires cloud? Pourquoi? Il ne faut pas. Il ne faut pas, sauf quand votre prestataire cloud a fait le choix justement d'embrasser cet open source. Lorsqu'il est un gros contributeur, forcément, il ne peut pas aller, contrairement à ses principes, lui, qui investit déjà fortement dans l'open source. Alors, je suis un peu amené à citer Google, où on voit bien que les aspects structurants d'une data factory souvent s'appuient sur des solutions open source. Et lorsqu'on va sur certaines plateformes, évidemment, l'idée, c'est de voir est-ce que je peux être multi-cloud grâce à mon opérateur de cloud ou pas. Et effectivement, c'est des choses qu'on va retrouver chez Google. Je pense, moi, je fais du Spark régulièrement, donc évidemment, je retrouve ma plateforme Dataproc. L'orchestration des jobs, l'orchestration des traitements, la majeure partie d'entre nous aujourd'hui, alors on peut faire un petit cocorico parce que à l'origine, c'est Maxime Beauchemin, français, qui est à l'origine de cet orchestrateur qui est fondamental, comme on le connaît, c'est Airflow, qu'on retrouve chez Google au travers de l'offre Cloud Composer. Et puis, on sait bien que l'historique des cluster managers, que ce soit Borg, Dremel, aujourd'hui Kubernetes, le premier service complètement autogéré de cluster Kubernetes, c'est chez Google, et il reste évidemment bien en avance là-dessus. Voilà les apports qu'on a en plus pour le build. On retrouve son environnement, tout en s'enrichissant évidemment d'autres offres. BigQuery notamment, pas besoin de le citer. Et là encore, je ne me contredis pas en citant un produit interne à Google, puisqu'au travers de son offre Omni récente, il rend BigQuery disponible sur d'autres clouds. Donc on ne s'enferme pas. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. On continue à rester dans cette philosophie d'ouverture. Le dernier point, on a abordé le run, on a abordé le build, c'est effectivement l'organisation. Et réduire la complexité de la mise en production. Continuer à embrasser des technologies qu'on connaît va nous permettre de faciliter la mise en œuvre d'une transformation DevOps, où les équipes de dev et les équipes Ops vont fortement collaborer ensemble sans avoir des freins qu'on peut retrouver quand on est on-premise. Voilà. Donc de nombreux avantages, aussi bien sur le run, le build et l'organisation. Et la transformation. Alors pour autant, parlons vrai, j'imagine qu'il y a quand même des barrières à la mise en place de ce type de projet. Alors toi, en tant qu'expert, quels conseils donnerais-tu à nos clients qui souhaiteraient entreprendre ce type de démarche? Alors, les barrières sont de deux ordres. Elles sont légales et elles sont techniques. Sur l'aspect légal, très souvent, on se rend compte que les dispositions n'étaient pas prises non plus on-premise. Je pense souvent, moi, à la RGPD, qui est un élément structurant, et où lorsqu'on voit sur les systèmes on-premise, Big Data, Hadoop classique, eh bien, la donnée est disponible en clair, elle est souvent accessible à des gens qui ne devraient pas y avoir accès. Et c'est vrai que c'est un frein parce que si on reste dans cette dynamique-là, eh bien, on prend encore plus de risques en allant sur le cloud. Mais on verra comment le tempérer. Eh bien là, ça nous amène à nous poser les vraies questions. Et donc à nous renforcer dans ce respect de la RGPD. Moi, j'ai l'expérience là en ce moment pour une des deux plus grandes banques françaises, pour ne pas les citer, la mise en place de Data Lake avec un S, où on va retrouver des données, des données confidentielles qui vont être chiffrées au préalable, et ce qui n'était pas le cas systématiquement pour ces données-là sur les systèmes on-premise. Donc en fait, parce qu'on va se poser ces questions-là, on va améliorer le niveau de sécurité. Ça, c'est pour les aspects légaux. Pour les aspects techniques, sur les barrières, vous allez me dire, oui, c'est la compétence. Alors dans une stratégie Move to Cloud, il y a effectivement une démarche pour y aller. Par contre, les compétences techniques ne varient pas beaucoup pour la partie build, pour les développements. Je vous ai parlé des outils open source qui restent les mêmes. Mais par contre, pour la partie Ops, effectivement, l'infrastructure est gérée. Elle est, j'ai presque envie de dire, autogérée pour les aspects SaaS. Et on va se retrouver plus à programmer les besoins à la demande avec une démarche FinOps. FinOps, ça veut dire surveillance des coûts, qui fait que là, effectivement, il y a une petite révolution. C'est une barrière qu'il faut emmener, d'où l'intérêt qu'on constate de plus en plus pour les aspects DevOps sur le cloud. Aïssam, j'ai une surprise pour toi. Oui. C'est notre prochain invité, il représente, mais tu as déjà un peu évoqué son nom, c'est l'un de nos plus importants partenaires chez Humanis, et c'est
Google. Voilà, Google. Donc peut-être avant d'accueillir notre prochain invité, donc Google Cloud, j'aimerais te poser la question suivante, c'est selon toi, pourquoi le marché aujourd'hui considère Google comme un acteur crédible sur le sujet? Alors, il faut savoir que, je vais parler là c'est très personnel ce que je vais dire, c'est pourquoi j'ai choisi moi de me spécialiser dans Google. On a des clients sur les 3 clouds, on est très actifs sur les trois clouds. Je ne vais pas citer les domaines de pertinence sur lesquels on est présent sur les 2 autres clouds. La raison pour laquelle j'ai choisi Google, c'est effectivement d'abord pour son historique Big Data. Moi, je suis dans la data et dans la big data depuis quelques temps. Je connais la valeur ajoutée de Google dans le monde open source. Je vais parler des fichiers Parquet, pour ceux qui connaissent, qui aujourd'hui est Capacitor, donc amélioré chez Google. Toute leur contribution à la data est connue. Le BigQuery était là bien avant, et aujourd'hui, il n'y a pas d'offres équivalentes. Il y a des offres sur le même segment de marché, mais équivalentes certainement pas. Et je ne vais pas rentrer dans le débat technique. Donc d'abord, il y a une évaluation purement technique. Je ne parle pas des aspects commerciaux ou des aspects d'accords que tu peux connaître par ailleurs. Donc effectivement, Google, dans le domaine de la data, est crédible, et fortement crédible. Mais le deuxième aspect aussi qui m'a été remonté par le client, c'est l'adhésion de Google aux aspects open source et à sa stratégie multi-cloud. C'est-à-dire que il se fait fort, et Anthos notamment et BigQuery, j'en ai parlé tout à l'heure, il se fait fort d'amener ces solutions sur l'ensemble des clouds. Et donc, en ce sens, Kubernetes, qui était un projet open source, illustre de manière assez triviale tout ça. Il faut avoir habité sur la Lune pour pas savoir qu'aujourd'hui, Kubernetes, c'est le cluster manager de préférence des acteurs du marché, y compris sur les autres clouds, alors que c'est un projet Google au départ. Voilà. Donc, l'aspect ouverture open source, ça, c'est quelque chose que les clients remontent. Et moi, pour ma part, c'est vraiment sa légitimité sur la big data, moi qui ai connu les systèmes on-premise depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Quelle meilleure introduction pour notre prochain invité. Je te propose de l'accueillir. Johan Picard, bonjour. Bienvenue chez Humanis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es Practice Lead Data Analytics chez Google Cloud. Donc, en d'autres termes, tu t'occupes de la practice Data Analytics pour Google Cloud en France, c'est ça? Exactement, voilà, pour tous nos clients et tous nos plus grands comptes, je m'occupe de toute notre offre Data Analytics, donc ce qui va recouper les Data Lake, les Data Warehouse, la BI, l'AI et tous les sujets en gros qui tournent autour de l'analyse de données. Alors, tu l'as entendu, Aïssam nous a expliqué avec à la fois beaucoup de passion et de conviction pourquoi le marché aujourd'hui considère Google Cloud comme un acteur crédible et pertinent. Alors, nous, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est en quoi consiste Google Cloud Platform? Alors, je vais d'abord commencer par rejoindre Aïssam sur son constat finalement que la construction, l'évolution, le maintien et surtout l'exploitation d'une plateforme de données de nos jours se révèle assez complexe et coûteuse, plus que finalement ne l'avait été initialement prévu par les différents acteurs du marché. Et je pense que c'est un constat qui s'étend au-delà de cette table-là. Et la plupart des clients de nos jours ont construit ces dernières années des plateformes de données, souvent d'ailleurs avec succès, mais sont maintenant face au coût opérationnel de maintien de cette plateforme-là. J'entends par là, par exemple, le coût de scalabilité, de performance, mais aussi de sécurité, de disponibilité, voire de haute disponibilité, de montée de version, de tous ces composants de l'écosystème qui fait leur plateforme data. Et donc c'est face à ce constat-là que nous, on vient proposer une offre pour justement répondre à ces besoins-là. Pourquoi finalement, nous, Google, on se retrouve à faire ça pour les entreprises? Il se trouve que toutes ces problématiques-là, on les expérience chez Google, et ce depuis des années, voire des décennies maintenant, peut-être même à plus forte raison que beaucoup de nos clients. En effet, la data est vraiment au cœur de notre activité, de notre business, clairement. Et donc nous avons toutes ces problématiques à gérer, et ce à une échelle gigantesque, comme vous pouvez l'imaginer, depuis très longtemps. Donc ça a poussé Google à énormément innover et automatiser pour être capable de tenir cette charge, de tenir finalement cette échelle. Cette innovation, comme Aïssam l'a dit précédemment, a amené énormément d'innovations et a inspiré beaucoup de projets dans l'open source. Alors tu as cité Parquet, mais aussi Hadoop et dans l'AI TensorFlow. Énormément de projets open source sont venus finalement de l'initiative de Google en interne, de son innovation pour ses propres besoins, avant finalement aussi de pousser Google à créer une offre pour entreprises, donc dans la Google Cloud Platform, pour capitaliser au mieux sur ce savoir-faire et cette expérience pour l'amener à nos différents clients. Dans le domaine de la data, qu'est-ce qui différencie l'offre Google Cloud de la concurrence? Eh bien, écoute, je pense qu'il y a 4 grands axes majeurs qui nous différencient.
Le premier et le plus prégnant, ce sera la simplicité. C'est vraiment quelque chose qui est capital pour Google, et d'ailleurs on le voit au travers de nos différentes applications, la simplicité et la démocratisation de l'usage. Ça passe dans les plateformes de données par le serverless principalement. Nos outils, donc que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le stockage, la restitution, sont tous serverless. Ce qui veut dire qu'on est capable de gérer la donnée de bout en bout sans finalement avoir à gérer une infrastructure, sa scalabilité, sa maintenance et tout ce qui va avec. Et surtout, on sort d'un modèle où on va payer de la RAM, du CPU, on va payer des cycles CPU, plutôt que finalement payer vraiment ce qu'on utilise. Les KPI qui sont intéressants, plutôt que de payer 10 Go de RAM, peut-être que je suis plutôt intéressé par payer tant de quantité de données analysées ou tant de messages processés. Donc vraiment, ça, c'est un shift de paradigme qui apporte de la simplicité, où finalement, on va laisser Google derrière, c'est son métier d'ailleurs, s'occuper de la scalabilité de la plateforme, de son opération, de son monitoring, et on va vraiment se concentrer sur nos cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment le premier différenciateur, je pense, de pouvoir faire une plateforme serverless de bout en bout, et qui vient d'ailleurs souvent avec un TCO bien moindre que ce qu'on pourrait faire avec de l'infrastructure. Le deuxième différenciant, je pense, c'est qu'on est capable de créer une architecture qui va prendre en compte toutes les différentes phases et tous les différents composants d'une plateforme de données. On va retrouver à la fois du data warehousing classique, même si serverless par nature. On va retrouver du traitement de la donnée en temps réel et ou en batch de façon unifiée. On va retrouver de la BI, on va retrouver de l'intelligence artificielle, on va retrouver tous les composants qui font et tous les outils nécessaires à l'analyse de données au sein d'une plateforme unifiée. Là où les clients, à l'heure actuelle, ont souvent des plateformes, certes, qui font tout ça, mais de façon souvent hétérogène, avec des technologies différentes, des niveaux de maturité et d'intégration différentes entre les différentes technologies, en fonction de si elles sont open source ou propriétaires. On retrouve, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une plateforme qui est intégrée de bout en bout. Un troisième différenciant, et je pense qu'Aïssam l'a bien appuyé, ça va être l'open source. Donc en effet, beaucoup de projets open source dans le monde de la donnée sont issus de l'innovation de Google, ce qui veut dire que nos produits qui sont eux-mêmes issus de l'innovation de Google restent fortement interopérables et compatibles avec l'open source, ce qui induit fatalement une facilité d'industrialisation parce que les compétences existent sur le marché déjà. Ça induit aussi une réversibilité de la plateforme et une intégration avec éventuellement les différents cloud providers ou le on-prem à travers des technologies comme Mantos qui ont été citées au préalable. Le quatrième différenciant, vraiment, ça va être sur la partie non pas plateforme, mais exploitation et analyse de cette donnée-là. Google, au-delà d'avoir amené énormément d'innovations dans le monde de la data et du stockage et de l'analyse de données, a apporté énormément d'innovations dans l'AI et le machine learning. On peut citer TensorFlow, un moteur de deep learning qui a été créé par Google, mais ce n'est pas le seul, qui ont vraiment vocation à analyser des gros volumes de données, qui est encore une fois notre métier, de façon efficace. Et dans la Google Cloud Platform, nous rendons disponibles ces technologies-là sous forme de services entièrement managés et serverless de la même façon pour accélérer finalement les tâches d'AI de nos différents clients avec des outils par exemple type AutoML où les clients pourront capitaliser sur certains modèles de Google pour les appliquer à leurs données et donc accélérer drastiquement le cycle de vie de la création de leur modèle. Donc voilà, donc je pense que de par sa simplicité, son interopérabilité avec l'open source, son intégration de bout en bout et son avance sur les outils d'analytics avancés, je pense que c'est principalement ça qui nous différencie et qui s'explique par justement cet ADN de la data chez Google et de ce besoin business critique pour nous d'être efficace sur le traitement de nos données. Et Sam, un commentaire ? Oui, non, mais je voulais rajouter un point que tu as dit et qu'effectivement qui est très important pour nombre de nos clients, c'est la réversibilité. C'est-à-dire bien qu'on soit serverless, bien qu'on utilise des solutions autogérées par Google, la réversibilité reste assez simple et on peut assez simplement rebasculer peut-être chez un autre opérateur de cloud, puisqu'il y a les aspects contractuels qui peuvent entrer en ligne de compte, il y a peut-être des aspects managériaux qui peuvent amener le client à vouloir revenir on-premise pour certains besoins. On ne l'a pas encore vraiment vu, mais en tout cas, ça rassure lorsqu'on doit aller sur Google Cloud de dire oui, mais je ne suis pas prisonnier de mon fournisseur. Et ça, c'est un élément, je trouve, vraiment stratégique pour l'offre Google. Alors, on va parler un petit peu du partenariat entre Humanis et Google Cloud. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de connaître un petit peu le regard, vous, en tant que partenaire Humanis. Quel regard portez-vous sur notre entreprise ? Alors, Humanis, c'est un de nos partenaires privilégiés depuis plusieurs années. Avec plus de 40 certifiés globalement sur notre plateforme, toutes spécialités confondues, et avec un focus tout particulier et une pertinence, je pense, totalement assumée sur le marché autour des sujets data. Nous n'avons aucune hésitation à positionner Humanis comme un acteur d'intégration de notre solution data chez les différents clients. D'ailleurs, je pense que ça s'est matérialisé là, cette année avec un projet, alors je
peux pas encore le nommer, mais chez un grand acteur de la distribution en France qui a un projet de centralisation. Et la cosmétique, on ne peut pas en dire plus, mais vous les avez tous, mais il y a notamment un grand de la cosmétique. Voilà. Et donc l'idée de ce client-là était finalement de gagner en efficacité et en unification et en centralisation autour de leur workload de BI traditionnel. Ils avaient des sources de données qui étaient très hétérogènes, aussi bien en termes de technologie, mais aussi bien à travers les différents pays que constituait ce groupe. Et donc, avec eux et avec Humanis, nous avons été capables de migrer et de moderniser cette plateforme un peu hétérogène de données globale pour centraliser la donnée, centraliser ses règles d'accès, de sécurité, de gouvernance et apporter des nouvelles technologies pour la visualiser et l'analyser de façon unifiée. Donc c'est un projet qu'on a terminé cette année avec bien sûr des retours sur investissement, enfin, en tout cas un TCO de la plateforme très intéressant. Et pourquoi citer particulièrement ce projet parmi tant d'autres? Parce que je pense qu'il est vraiment la quintessence de ce qu'on peut proposer de mieux en termes d'outils. Dans ce projet-là, on a fait du BigQuery, on a fait du Dataflow, du Composer, du PubSub. L'outil est serverless de bout en bout. On a une plateforme de données qui permet de faire du décisionnel, mais sans aucune machine derrière à gérer ou ne serait-ce qu'à dimensionner ni à payer. Donc c'est vraiment pour ça que je cite celui-ci, parce que vraiment pour enfoncer le clou, Google, on est un cloud provider, Google Cloud, on est un cloud provider, donc on peut fournir de l'infrastructure et des machines pour que les gens installent leurs propres solutions, et aucun problème pour le faire. Maintenant, on est aussi un éditeur de solutions dans le monde de la donnée, et je pense que c'est là que les clients ont le plus à gagner en termes d'efficacité. Et Sam, est-ce qu'on a d'autres projets? Là, on vient de citer un client dans le retail. Écoute, avant tout, on a d'autres projets. J'ai juste fait allusion à un projet dans le monde bancaire il ne s'agit pas d'emmener une data factory, mais une demi-douzaine de data factory dans un premier temps. Et autant te dire qu'on instancie data factory en 2 heures. Je veux dire, voilà, c'est ça, une data factory sur le cloud. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de coût tant qu'on n'utilise pas. Et tu as parlé tout à l'heure des solutions de supervision et donc de suivi de coûts financiers et d'amélioration. Là aussi, on travaille avec Google, et Google, avec donc, ses équipes techniques, nous aide pas mal. Dès qu'il y a donc la notion de TAM, je crois, ça s'appelle chez vous, et donc qui sont là à nous dire, écoutez, vous devriez faire ça pour réduire vos coûts, vous devriez prendre telle initiative. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on a eu un besoin, sans rentrer dans le détail, mais on a eu un besoin de partage de données, donc de réglage des droits d'accès pour l'accès aux données. Et on a eu accès directement au Product Manager qui était à l'écoute. Et donc là encore, cette proximité qu'on a avec les équipes R&D Google, elle est bénéfique pour nos projets. Et d'ailleurs, c'est vraiment la stratégie de Google de se reposer sur des partenaires performants et compétents pour délivrer ces projets-là. Nous, Google, on n'a pas vocation à intégrer des projets de bout en bout et on compte énormément sur l'aide d'acteurs comme Humanis, notamment pour la délivrer de ces projets. Notre émission arrive à son terme, donc je tenais à vous remercier particulièrement d'avoir joué le jeu de l'émission. Je peux vous avouer, en tant qu'animateur, c'est un plaisir d'avoir des experts de ce niveau aussi passionnés et aussi connaisseurs du sujet. J'espère qu'on aura répondu à toutes les questions que se posent nos internautes. S'ils souhaitent aller plus loin, nous avons des publications en ligne sur notre site humanis.com, donc n'hésitez pas à les télécharger. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro des Talks d'Humanis. Alors en attendant, restez connectés et à bientôt. Merci. Merci. Merci à toi.